Quand on parle du style anglais, que ce soit en général ou dans le milieu sartorial, on évoque surtout l'art tailleur de Savile Row, mais on ne parle pas des pièces iconiques que tu portes peut-être et qui sont pourtant issues de la culture britannique. Aujourd'hui on va parler de ces pièces qui ont une forte identité anglaise, qui est, je te le rappelle, le berceau de l'élégance masculine. Salut, c'est Arthur de Sophisticated Soul Club et aujourd'hui, comme tu l'as compris dans l'introduction, je t'ai préparé une sélection de pièces issues du style britannique sans avoir recours au costume complet. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et à la commenter, ça ne te coûte rien et ça permet de soutenir la chaîne. On commence tout de suite avec la première pièce de la sélection, la chemise Tattersall. L'origine de cette chemise remonterait à 1766 et doit son nom au marché des chevaux de Tattersall à Londres. Ce marché était un lieu clé pour les courses et l'élevage de chevaux. Pour protéger les chevaux, des couvertures étaient utilisées et présentaient un motif caractéristique de carreaux réguliers et fins, souvent de couleurs contrastées comme le bleu, le rouge ou le vert, sur un fond blanc ou écru. Ce motif fut ensuite repris dans le textile vestimentaire, notamment pour les chemises destinées aux gentlemen qui fréquentaient les courses et la campagne anglaise. Cette pièce est très prisée dans le milieu rural anglais et donne un style gentleman farmer plutôt formel. On sort des chemises et on passe du côté de la maille. Le climat britannique étant ce qu'il est, le style anglais est composé de pas mal de pièces faites en épaisse maille qui sont devenues des pièces incontournables avec le temps. Dans cette catégorie, on peut largement parler du cardigan. Il tire son nom de James Thomas Broadnell, 7e comte de Cardigan, un général britannique célèbre pour avoir commandé la charge de la brigade légère lors de la guerre en Crimée en 1854. Pendant cette guerre, les officiers britanniques portaient des vestes en laine sans col, ouvertes sur le devant, qui leur permettaient de conserver la chaleur tout en étant pratiques à enlever. C'est cette tenue qui inspira la création du cardigan en maille. Après la guerre, cette pièce évolua en une version plus raffinée, tricotée en laine ou en cachemire. Elle devint particulièrement prisée au 19e siècle chez les gentlemen anglais qui l'associaient à leur tenue d'intérieur ou à leurs activités de plein air. Aujourd'hui, le cardigan se décline en plusieurs coupes et matières, maille fine, maille légère, torsadée, col châle, boutonné ou zippé, et reste une pièce essentielle au style britannique et prépi. Un incontournable du style anglais et casse-gueule à porter, c'est le pull Fair Isle. Ce pull tire son nom de Fair Isle, une petite île écossaise située dans l'archipel des Shetland, un lieu privilégié pour l'élevage des moutons du même nom, dont la laine est réputée pour sa chaleur. Ce pull en laine est reconnaissable à ses motifs géométriques multicolores, tricotés dans une technique traditionnelle. Si l'apparition de cette pièce remonte à plusieurs siècles, son origine exacte est incertaine. En effet, une théorie suggère que les motifs colorés ont été apportés par des échanges maritimes avec des navires espagnols et nordiques. Le pull Fair Isle gagne en notoriété au début du XXe siècle lorsqu'il est porté par Édouard VIII dans les années 20. Son apparition avec un gilet Fair Isle sur un costume de golf contribuera à faire de ce tricot une pièce très prisée par la haute société britannique. De nos jours, même s'il est assez peu porté, ce pull est un classique de l'hiver et souvent revisité par des marques comme Ralph Lauren, Drake's, Barbour ou Burberry. L'avant-dernier pull que je te propose est le moins formel, c'est le pull Aran. Cette pièce trouve son origine dans les îles Aran, un petit archipel situé au large de la côte ouest de l'Irlande, dans la baie de Galloway. Ce pull en laine épaisse est célèbre pour ses motifs en relief tressé et torsadé, qui ne sont pas seulement esthétiques mais qui ont aussi une forte symbolique. Conçu à l'origine pour les pêcheurs des îles Aran, il leur offrait chaleur et protection contre le climat rude de l'Atlantique. Il est tricoté dans une laine non traitée, riche en lanoline qui le rendait naturellement imperméable et conservait la chaleur même mouillée. Pour ce qui est de la symbolique, chaque famille avait ses propres motifs distincts, ce qui permettait d'identifier un pêcheur en cas d'accident en mer. Les pulls Aran sont ornés de torsades et de motifs géométriques ayant chacun une signification. La torsade représentait la chance et la prospérité, le nid d'abeille évoque le travail et la récompense, les losanges symbolisent la fertilité et la réussite, et la vague représente l'océan, omniprésente dans la vie des habitants d'Aran. Dans les années 50, le pull Aran devient une icône de la mode grâce à des célébrités comme Steve McQueen, Grace Kelly et les Clancy Brothers. Le dernier pull de cette sélection, c'est le pull de cricket. J'en ai fait une vidéo complète et tu peux aller la voir dès la fin de cette vidéo. On passe dans la catégorie des vestes et on commence par les vestes en tweed. Comme la maille, le tweed est issu de laine de mouton irlandaise et écossaise et était porté par les fermiers et les chasseurs pour se protéger du froid. Le mot tweed viendrait d'une erreur de lecture au 19e siècle. Un marchand londonien aurait mal lu Tweel, qui l'aurait confondu avec Tweed, le nom d'une rivière écossaise.
Fabriqué à partir de laine épaisse et résistante, le tweed était idéal pour les climats rudes des Highlands écossais. Au 19e siècle, la noblesse britannique adopte le tweed comme tenue de campagne, notamment pour la chasse, la pêche et l'équitation. Je te conseille de regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet sur le Harris Tweed, mais aussi celle qui explique l'impact des vêtements sport sur nos vêtements contemporains. Les grandes familles aristocratiques font alors tisser leurs propres motifs, donnant naissance aux tartans et aux tweeds de clans comme le Black Watch, le Black Steward et le Dress Gordon. Il existe plusieurs types de tweed. Le Harris Tweed écossais, fabriqué à la main sur l'île de Harris, est reconnu pour sa qualité et bénéficie d'une appellation protégée. Le tweed Donegal irlandais est caractérisé par ses petits points de couleur intégrés dans le tissage. Et pour finir, le Saxony Tweed, plus fin et plus souple, souvent utilisé pour des vestes plus habillées. De nos jours, la veste en tweed est toujours assimilée au style anglais classique et tu pourras le porter dans un registre casual formel sans aucun souci. Dans l'univers vestimentaire britannique, la veste en coton huilé est un incontournable. Ce genre de pièce trouve son origine en Écosse au XVIIIe siècle et a été popularisé par les marins et les pêcheurs britanniques. A l'origine, les marins utilisaient des voiles de bateau enduites d'huile de lin pour fabriquer des capes et des vestes imperméables. En 1894, John Barbour perfectionne leur technique en remplaçant l'huile de lin par une cire de paraffine, plus durable et moins collante. Ces vestes deviennent très prisées par les agriculteurs, les chasseurs et les motards britanniques qui offrent une protection contre la pluie sans être aussi rigide que les cirés traditionnels. Pendant les années 30 à 50, Barbour équipe l'armée britannique et devient célèbre avec sa veste internationale portée par des pilotes et des motards comme Steve McQueen. On évoque à nouveau le style gentleman farmer et on va parler des gilets matelassés. On trouve son origine en Angleterre où il a été conçu comme un vêtement fonctionnel pour la chasse et les activités de plein air comme l'équitation. Pour ce qui est du matelassage, on remonterait ça au Moyen-Âge où il était utilisé sous les armures pour amortir les chocs. C'est en Angleterre au 19e siècle que les vestes matelassées apparaissent pour les cavaliers et les chasseurs, offrant mobilité et chaleur sans être trop épaisses. Selon moi, on pourrait presque dire que ce sont les ancêtres lointains des gilets de pêche et des gilets militaires actuels. Le gilet matelassé moderne fut popularisé dans les années 60 par la marque Husky qui développe un modèle léger et résistant adopté par les amateurs de chasse et les aristocrates britanniques. Des figures comme le prince Charles contribueront à populariser son usage dans les milieux aristocratiques et sportifs. Une autre pièce incontournable du vestiaire anglais en termes d'héritage mais aussi de rusticité, c'est le trench. Le trench coat est un habit militaire popularisé pendant la Première Guerre mondiale. Avant 1914, deux grandes marques anglaises revendiquaient la création du trench. D'un côté Burberry avec Thomas Burberry qui inventera en 1879 la gabardine, un tissu imperméable et respirant. Il créera ensuite un manteau destiné aux militaires et aux explorateurs. D'un autre côté, on a Aquascotum, une maison londonienne qui développera un manteau imperméable utilisé lors de la guerre de Crimée de 1853 à 1856. Lors de la Première Guerre mondiale, le trench coat est adopté par l'armée britannique et française comme manteau pour ses officiers. Ses caractéristiques pratiques incluent notamment les épaules renforcées pour porter les sacs et les fusils, des pattes d'épaule pour accrocher des fourreaux avec les grades dessus, une ceinture avec des anneaux en forme de dé pour attacher des accessoires, et un grand col avec son rabat coupe-vent pour protéger du froid et de la pluie. Après la guerre, les anciens soldats continueront de porter leur trench dans la vie civile, ce qui le rendra populaire. Il sera ensuite adopté par Hollywood avec des figures emblématiques comme Humphrey Bogart dans Casablanca ou Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé. Aujourd'hui, il reste un incontournable dans le vestiaire masculin et féminin, même si en France, t'as de bonnes chances de te faire traiter d'inspecteur gadget si tu portes ce genre de pièces. Et là qui va là, inspecteur gadget, et là ça va pas, ouhou. Toujours dans la catégorie des manteaux mais plus formels, on a les Chesterfield. Apparu en Angleterre au 19e siècle, il est considéré comme le premier manteau de ville moderne, éclipsant les redingotes et les capes traditionnelles de l'époque. Ce manteau doit son nom au comte de Chesterfield, une noble lignée anglaise, bien que l'identité précise de son créateur reste assez floue. Il sera mentionné pour la première fois dans les années 1830. Le Chesterfield possède plusieurs détails caractéristiques comme une coupe droite épurée, un col en velours souvent noir, une fermeture avec des boutons invisibles ou une fermeture croisée, et fait d'un tissu en laine ou en cachemire, généralement de couleur grise, noire ou bleu marine. Rapidement adopté par la bourgeoisie londonienne,
Il devient un manteau formel par excellence et l'ancêtre de la majorité des manteaux que nous possédons actuellement. Après les pièces du haut, on va commencer le bas par les chaussures et on va parler des brogues. A l'origine, les brogues étaient portés par des paysans écossais et irlandais pour le travail. Ces souliers, apparus au XVIIe siècle, étaient conçus pour les paysans et les chasseurs qui évoluaient dans des zones marécageuses. Les perforations présentes avaient alors une réelle utilité. Elles permettaient à l'eau de s'évacuer lorsque les chaussures étaient mouillées, et un autre détail, le cuir était non doublé et souple afin de faciliter le séchage. Au fil du temps, les brogues quittent les champs et les terrains de chasse et sont adoptées par les gentlemen britanniques du 19e siècle. Elles deviennent des chaussures de campagne, toujours en cuir robuste mais avec des finitions plus sophistiquées. Pour cette pièce-là, je dois t'avouer que l'origine n'est pas totalement britannique, parce qu'on va parler du velours côtelé. Le velours côtelé trouve ses origines dans l'Antiquité, mais il est réellement développé en Angleterre au XVIIIe siècle, où il était appelé corps du roi. Pour être plus précis, le velours côtelé a été créé pendant l'Égypte antique, où des étoffes similaires étaient tissées pour les vêtements royaux. Plus tard, au Moyen-Âge, un tissu assez proche appelé fustian était fabriqué en Italie et en Espagne. C'est au XVIIIe siècle que l'Angleterre, alors en pleine révolution industrielle, perfectionne le tissage du velours côtelé. Il devient le vêtement des travailleurs et des paysans en raison de sa résistance, de sa chaleur et de son prix abordable. On le retrouve particulièrement dans les usines textiles du Lancashire. Contrairement à l'idée reçue, le corps du roi ne vient pas du français corde du roi, mais a un terme anglais qui signifie tissu côtelé avec corde pour les côtes et du roi pour le type de laine utilisé à l'époque. Au XIXe siècle, il gagne en popularité auprès des gentlemen anglais, notamment pour la chasse et les activités de plein air. Il est alors intégré aux vestes et aux pantalons portés avec du tweed. C'est la fin de la vidéo et je te remercie de l'avoir regardé. Si le style masculin t'intéresse, je te conseille d'aller voir mes autres vidéos sur la Harrington et la saharienne qui sont également issues de la culture anglaise et dont on n'a pas parlé dans cette vidéo. Si la vidéo te plaît, je te rappelle que tu peux la liker et la commenter pour permettre à d'autres personnes de voir cette vidéo. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club en te souhaitant une bonne semaine.